Voilà, ça devrait être bien. Vous devriez voir ma page de présentation. Donc, parfait, je suis vraiment content de présenter ça ce matin. C'est un projet de longue haleine, de bonne envergure. Euh, En fait, vraiment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un retour d'expérience de lutte intégrée à la Bourse du Caucase. Là, je vais mettre l'accent sur le volet intégré, comme vous le savez, ou comme vous l'avez appris, on fait la gestion intégrée de l'eau. Fait que ça, c'est vraiment ce qui est intéressant d'inclure à peu près là, toutes les parties prenantes là, dans ce genre de projet-là. Alors, je commence tout de suite. Je pourrais en parler pendant des heures de ce projet-là. Je vais essayer de rendre ça concis le plus possible. Dans un premier temps, je vous présente le retour sur le projet de Perse du Caucase. Ensuite, ma collègue Marie-Ève va vous parler un petit peu, là, va faire un peu l'équivalent avec un projet en lien avec le Mériophile anipi. Puis, on va finir ça avec un petit topo là, par rapport aux autres espèces exotiques envahissantes, là, que ce soit végétales ou animales, qu'on peut retrouver. Alors, le projet, c'est un projet global là, de presque 1,3 million. C'est un financement qui vient du MAMACH, là, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui a commencé en 2018, là, bien qu'il y avait certains OBV là, qui luttaient déjà contre la Bourse du Caucase. Le projet s'est commencé officiellement était de 2018 à 2021. On a réussi à avoir un petit addenda là, pour le terminer en 2022. Puis en ce moment, on est en train de travailler à avoir du financement pour être capable de faire un projet qui serait plus en suivi et qui comprendrait aussi l'éradication de 2022 à 2025. Les objectifs du projet, là, sans détailler tout ça, le but, c'était vraiment de lutter de façon intégrée à la bière du Caucase, avec pour objectif un peu plus spécifique la réalisation d'un portrait, la création d'une base de données, la mise en place de répondants locaux, j'en reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, la création d'une boîte à outils, on en parlera aussi. Évidemment, la sensibilisation de la communauté, qui rentre un peu aussi avec la formation d'intervenants de première ligne, puis la formation d'une équipe régionale, on en parlera aussi plus tard. Alors, juste pour se mettre en contexte un petit peu, à droite, vous voyez une carte. Euh, L'encadré, c'est la Chaudière-Appalaches. En fait, avant de commencer, gênez-vous pas si vous avez des questions. Jamais il y a des questions dans le chat, peut-être que mes collègues pourront m'avertir. Puis si jamais il y en a qui ont des questions tout le long de la présentation, gênez-vous pas. Puis s'il y en a, on se gardera un petit moment aussi là, en fin de présentation si on veut se prendre un petit moment pour discuter. Alors, pour présenter un peu le territoire, comme je disais, le territoire de la Chaudière-Appalaches, est divisé là, en total ou en partie avec 9 organismes de bassin versant. Ici, on voit la rivière Chaudière qui englobe, là, qui est presque totalement, il y a une partie en Estrie ici, mais une partie en Chaudière-Appalaches. Il y a certains organismes qui ont une grande partie ou qui sont en total dans Chaudière-Appalaches. Certains en ont des plus petites parties, mais on était 9 au total. Pour se donner une idée un petit peu, là, on parle d'une population d'autour de 433 000, dont 150 000 qui sont à Lévis. Alors, c'est pour se donner une idée que c'est un grand territoire quand même, si je ne me trompe pas, là, la superficie là, de 15 000 km² correspond à peu près là, plus ou moins à la Wallonie. Alors, c'est quand même un territoire d'envergure avec une toute petite population. Alors, c'est pour se donner un petit peu le portrait, là, de voir que c'est pas nécessairement, oui, il y a beaucoup de noyaux villageois, mais c'est pas des grands centres urbains, loin de là. On est aussi avec 10 MRC, puis un total de 136 municipalités. Le projet, en fait, est issu, là, pourquoi au BVCA? Parce que souvent, là, quand on a des projets ou qu'est-ce qu'on a présenté avant, on parle toujours de notre organisme de bassin versant. Là, en fait, là, c'est depuis 2012, c'est les 9 organismes de bassin versant ont décidé de se réunir pour être capable oui, comme je le mentionne ici, d'avoir une reconnaissance régionalement, mais aussi pour justement partager là, certains enjeux, aller chercher des projets qui ont une envergure différente. Euh, En fait, ce projet-là a été formé, en fait, le CLECA, là, le Comité de lutte aux espèces exotiques envahissantes de la Chaudière-Appalaches, a été formé en 2017, puis c'est de là que découle son premier mandat en 2018 d'élaborer ce projet-là. Pour se donner des bases communes, là, peut-être, même je dis peut-être, mais sans doute vous la connaissez, euh,
la berge du Caucase, qui est une napiacée, là, anciennement appelée ombellifère, qui est originaire des montagnes du Caucase du sud de la Russie occidentale, euh, qui a été introduite en Amérique du Nord il y a presque un siècle à des fins horticoles, confirmée au Québec en 1980, mais on se doute qu'elle était là, quand même quelques décennies avant. On parle là, de quelques dizaines de milliers de semences par plant. Puis elle contient en fait des toxines photosensibles, les furanocoumarines. En fait, moi j'aime bien dire, je trouve ça, on va dire presque comique, là, le fait que l'évolution, la berge du Caucase, en évoluant, s'est dotée de mécanismes pour se défendre, mais au final, c'est ça qui va faire sa perte, en tout cas ici au Québec, parce que vraiment, c'est à cause de l'enjeu de santé ou de sécurité publique qu'on a réussi vraiment à mobiliser, là, je dirais, les partenaires autant que des fonds pour cette lutte-là. Pour se donner une petite idée de son écologie, de son cycle de vie, qui affectionne les milieux ensoleillés, mais se contente d'à peu près plusieurs types de milieux, milieux mi-ombre, milieux ombragés. C'est une plante pluriannuelle de 3 à 5 ans. Donc, le, les semences ou sortent justement à partir d'à peu près sa troisième année de reproduction, sa troisième année de vie, c'est-à-dire 3 ou 5 années. Puis c'est à ce moment-là qu'on va voir les graines apparaître. Une arbre florale qui peut faire de 3 à 4 mètres. Ici, elle se développe là, vers la fin juin. C'est à la fin juin qu'on va voir les fleurs commencer à se former, puis les semences là, à partir d'août à peu près. Fait qu'aussi, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour la lutte, parce que oui, cette plante-là, il y a certains endroits qu'on connaissait, il y a plusieurs endroits qu'on connaît aujourd'hui, mais trouver une plante dans un territoire de cette envergure-là, c'est tout un défi. Alors, c'est sûr que son envergure permet aussi là, d'être capable de monsieur, madame, tout le monde, des gens qui sont moins habitués à l'écologie euh, végétale, de pouvoir la reconnaître relativement facilement. En fait, des fois, là, les gens voient apparaître une plante, même s'ils ne connaissent pas la berge du Caucase, déjà là, voient qu'elle détonne dans le décor, puis ils se posent des questions. Ça permet là, de bien la cerner. Parler un petit peu du contrôle, l'éradication, des suivis. Notre objectif à travers toutes ces années-là, ça a toujours été l'objectif premier de zéro dissémination de graines. Fait que je dirais pas là, que c'est atteint à 100%. Il reste toujours un petit plan échappé par-ci, par-là. Mais généralement, c'est pour vous montrer là, que l'envahissement, oui, est important, mais on connaît assez bien notre envahissement, puis on n'est pas débordé par cet envahissement-là. Le budget nous permet d'avoir les équipes qui sont suffisantes à la gestion de la berge du Caucase. Puis vraiment, là, on atteint l'objectif là, zéro graine. Puis même, jusqu'à certains points, 2 passages par colonie. Les mycoponitoriations, il y a une ou deux, il y a quelques endroits là, que le deuxième passage, quand je dis deuxième passage, c'est un arrachage systématique de tout le site. C'est pour montrer à quel point on a le contrôle en Chaudière-Appalaches. Tout à l'heure, dans mes objectifs, on parlait d'équipes locales. Ici, tout à l'heure aussi, je parlais de 9 organismes de bassin versant, alors donc 9 équipes locales. Chacun monte un petit peu là, son équipe selon ses structures, puis selon l'importance euh, de la contamination qu'il y a dans son secteur. Parce que vous allez le voir, dépendamment où est-ce qu'on se trouve en Chaudière-Appalaches, le taux d'infestation est vraiment pas le même. Des endroits qui sont beaucoup plus problématiques, des endroits qui le sont pas du tout. Donc, ça change, là, je dirais, là, quelques employés à temps plein, certains à temps partiel. Euh, des fois, un seul répondant. Il y a des secteurs où est-ce que l'équipe locale, c'est un tout petit terrain qui est touché en Chaudière-Appalaches. Alors, il y a un seul répondant qui est attitré au projet. L'équipe régionale, ça a été quand même un volet important du projet. L'équipe régionale, c'est vraiment une équipe là, qui a été formée pour pouvoir se promener, aller fournir des ressources supplémentaires à différents moments stratégiques pour s'assurer qu'on atteint vraiment nos objectifs, puis que l'effort
de lutte est bien répartie. On a eu différentes structures là, de l'équipe régionale au fil des années. Je dirais que l'apogée a été en 2021, où est-ce qu'on avait 4 employés qui étaient engagés à temps plein, euh, qui se promenaient, euh, qui allaient visiter chacune des équipes locales, qui intervenaient du mois de mai jusqu'au mois d'octobre à peu près. Puis ensuite de ça, on a réduit un petit peu parce qu'en fait, on en vient à bout. C'est ce qui est intéressant de savoir. Mathieu, Oui, excuse-moi, je t'interromps. Il y a une question dans la salle de Dan Beau. oui. Peux-tu me la dire, s'il te plaît? Je la vois pas. Euh, Je vous autorisez à parler, vous devriez être correct. Excusez, je ne Génial. savais pas qu'il y avait une Ah, autorisation. Vous êtes sur mute, là? ouais, vous pouvez essayer de démuter, d'enlever la sourdine. Sinon, je vais continuer, puis on reviendra là, à ce moment-là. Si vous voulez poser la question dans le chat aussi, il n'y a pas de problème. Alors, je parlais de l'équipe régionale. Il y avait différents scénarios qui ont été proposés là, à chacune des équipes locales. En fait, euh, une coopération inter-OBV, c'est-à-dire des fois, l'équipe régionale n'a pas besoin nécessairement d'aller se déplacer, euh, dépendamment là, de, de l'effort qu'il y a à faire. Des fois, c'est 2 OBV qui ont décidé de s'allier pour combattre une colonie ensemble. Euh, L'équipe régionale en support à l'OBV, c'est-à-dire que des fois, l'équipe régionale se rendait euh, avec une équipe locale combattre un site. Puis des fois aussi, une équipe locale qui disait, moi, je suis dépassé par telle ou telle colonie. Il mandatait euh, à l'équipe régionale, puis nous, on allait s'occuper, en fait, l'équipe régionale allait s'occuper plus ou moins là, toute seule de cette colonie-là. Est-ce que je vois qu'on a réussi à se muter? Si vous voulez poser la question, je suis toujours prêt. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez maintenant? Oui. Ah, super. Mais voilà, en fait, moi j'aurais voulu savoir pourquoi cette éradication, en fait. Pourquoi cette éradication? OK, vraiment, ben, c'est vraiment euh, à cause, oui, c'est sûr qu'il y a l'enjeu, euh, je dirais, plus de compétition végétale, l'effet sur la biodiversité qui se retrouve, parce que vraiment, l'éradication, ce qu'on visait l'éradication, parce qu'on n'en est pas très loin dans l'infestation. C'est pas comme plusieurs autres plantes où on sait qu'on a déjà dépassé le point de non-retour, puis qu'on n'est pas capable. Là, on avait quand même relativement un bon portrait, puis on savait qu'on était capable euh, d'en venir à bout, vraiment plus que de la contrôler. Fait que le but, c'était vraiment l'éradication pour la santé publique, puis aussi pour l'enjeu sur la biologie. Puis c'est sûr qu'il y a le côté aussi, surtout en cours d'eau, là, où ça se dissémine là, très bien. Il y a un côté d'accès à nos cours d'eau aussi là, qui était en danger avec ça. D'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ensuite de ça, on a créé différentes, ce qu'on a appelé des expertises partagées, c'est-à-dire vraiment, il y a certains enjeux qu'on avait besoin d'avoir une certaine expertise particulière pour régler certaines problématiques, puis la problématique n'était pas répandue assez dans le territoire pour avoir besoin que tout le monde soit formé. Alors, on a eu des répondants chimiques, des personnes qui ont été formés pour faire du traitement à l'herbicide, des traitements qui sont très ponctuels, qui sont très, très marginaux, comme vous allez pouvoir le voir tantôt. Parce que vraiment, là, en tant qu'organisme de bassin versant, on avait un, un intérêt là, à essayer de limiter le plus possible l'éradication chimique, ce qui a été bien réussi. L'éradication mécanique, on est allé développer des protocoles pour pouvoir faire de l'éradication à l'aide de piles mécaniques, entre autres. Puis aussi, prospection par drone, on a réussi
à développer des expertises qui nous permettaient d'offrir ces services-là. Pour vous montrer un petit peu, là, ça c'est le... Donc, c'est pas très beau au visuel, c'est sûr et certain, mais on peut quand même voir là, justement que la végétation autour, comme par exemple ici, on avait un pommier, qu'on a fait attention, la végétation autour là, est pas vraiment touchée, en tout cas du moins possible, parce que vraiment, qu'est-ce qu'on a? Vous allez voir un petit peu plus loin, là, mais c'est très léger, qu'est-ce qu'on a comme technique d'aspersion. Fait qu'on a formé 2 répondants, chacun dans un secteur différent, qui peut aller donner un coup de main. Puis ici, on peut voir un peu là, le nombre de sites qui a été traité. Quand on parle de pesticides, là, on voit là, on est à 3, on est à 15 en 2019, on est à 7. Alors vraiment, 2019, là, ça a été ce moment-là qu'on a mis en branle notre propre équipe. Au début, c'était mandaté. En 2020, on était à 7, on a fini à 2 en 2021. Et vraiment, là, c'est sur des nombres, là, par exemple, d'arrachage là, qui sont vraiment plus grands. Là. Fait que c'est vraiment là, marginaux, là, comme si on regarde là, ces 2 sites de pesticides sur presque 400 sites d'arrachage mécanique. Fait que vraiment, c'est dans des infestations très précises. Comme par exemple, ici, c'est pas immense, cette colonie-là, mais c'est une pente, c'est ça, c'est un milieu, là, je dirais, là, qui était vraiment difficile d'accès. Ici, ça paraît pas trop, mais on est vraiment dans de la grosse roche. L'éradication manuelle était impossible. Avec la pente qu'on a, l'éradication mécanique était impossible aussi. Alors, dans ce temps-là, on est allé au chimique. Ici, c'est un petit peu la même chose. On voit mon collègue Anthony, dans le fond. Vous voyez, c'est vraiment juste une aspersion qui est vraiment localisée. Moi, j'aime ça dire que ce qu'on fait, c'est de l'aspersion chirurgicale. C'est vraiment chacune des feuilles qui est visée. C'est vraiment pas là, à grandeur comme on peut voir dans d'autres cas, par exemple en milieu agricole où c'est moins précis parce que c'est fait avec des machines de plus grande envergure. Là, c'est vraiment une personne avec un petit vaporisateur sur le dos. Puis on l'utilise là, vraiment là, à des moments là, comme si on a une infestation relativement importante. Là. Ici, on parle d'à peu près là, 1,5 hectare. Pour l'éradication mécanique, ça, vraiment, ça se fait dans des contextes particuliers parce que c'est sûr que louer de la machinerie, là, c'est pas donné. Il y a quand même un coût qui est important. Là, tantôt, on parlait de gestion intégrée, de lutte intégrée. En fait, c'est ça, c'est qu'on a plusieurs partenaires. On développe des partenariats, que ce soit avec les municipalités, que ce soit avec certains propriétaires privés qui nous prêtent, en fait, de la machinerie, qui nous prêtent des opérateurs. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on va intervenir avec la machinerie. Quand on veut retirer là, la banque de graines de façon assez rapide, c'est vraiment une banque de graines qui est importante. On sait qu'avec on est capable vraiment, il y a différentes façons de traiter. Là, on a créé différents protocoles, mais vraiment, là, l'appel mécanique, ça a été utilisé à quelques moments, dans des endroits précis. Puis vraiment, là, ça permettait de mettre en contribution là, des propriétaires là, qui voyaient vraiment un importance. Là. Si pour se donner une petite idée, là, ici, le Mont-Cercle en orange, qui était vraiment la zone d'infestation, le coin en bleu, qu'on a creusé, on a pris ce qui était dans l'orange, on est allé l'enfouir ici, on l'a recapé, puis ensuite, là, on ne le voit pas là-dessus, mais tout ça a été revégétalisé. Et que ça, c'est pour se donner une idée d'un autre format. Ici, vraiment, c'était dans un fossé. Fait que c'est sûr que oui, on a sorti du sol, mais c'est pas vraiment plus lourd qu'un entretien de fossé là, qui serait fait par la municipalité. Fait que, au lieu que ce soit fait et qu'il y ait des risques de dissémination un petit peu partout, nous, la façon qu'on l'a fait, on s'est assuré là, que le stock aille au centre d'enfouissement. On a sorti la banque de graines, puis on a laissé un fossé qui avait été entretenu euh, euh, pour la municipalité, puis qui est maintenant exempt d'verticocasse. Pour la prospection par drone, là, ça prend peut-être des yeux avertis un petit peu. On envoie, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais on envoie un petit peu là, le long de la berge, quelques plans. C'est un tout petit drone, là, moins de 250 grammes. Puis,
comment ça fonctionne au Québec, c'est qu'en bas de 250 grammes, on n'a pas besoin de permis particulier. C'est un petit drone qui vaut pas très, très cher, qui prend pas de temps, quelques minutes, on le lève, on va le promener, puis c'est vraiment dans des secteurs précis. Si on a une rivière là, qui est à forte pente, qui a beaucoup d'aubépines, fait que ça nous permet, là, comme ça, là, euh, d'être capable de voir certains plans ici. C'est sûr qu'il y a certains moments pour le faire. Là, la période est relativement courte pour que le plan soit en fleurs, pour qu'on puisse bien le voir. Mais ça permet là, vraiment, là, au lieu de traverser un mur d'aubépines qui a des grosses aiguilles, là, ça permet de pouvoir orienter nos recherches. On a aussi eu des formations en abattage manuel. Comme je le disais tantôt, on est souvent en milieu forestier, dépendamment des secteurs, mais il y a certains secteurs en milieu forestier où est-ce que des fois un accès peut être impraticable à cause d'un arbre qui serait tombé dans le chemin, ou des fois la berce pousse à travers un chablis. Plusieurs troncs sont là, alors on est allé se former l'abattage manuel pour être capable là, d'avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir faire ce genre de ménage-là. Puis malgré tout, je dirais, là, ces services-là qu'on offre, mais ça reste qu'il y a beaucoup de défis sur le terrain. Là. Ici, on voit un plan de persistockage. Ça, c'est une hantise pour moi. Là. Quand je vois ça, un plan comme ça, à travers un labour, ben, peut-être c'est plus RC, mais à travers un sol à nu, on se doute là, que ça peut s'être promené là, très loin. Fait que ça, c'est quand même un gros enjeu de dissémination. Ici, on est à travers une ancienne route, alors on voit de l'asphalte. On est vraiment limité à un endroit où est-ce que c'était pas possible d'intervenir chimiquement ou c'était pas possible d'intervenir en pelle mécanique. Fait que ça reste un autre défi. Là. Des fois, les contraintes là, locales du terrain en tant que tel sont vraiment difficiles. Puis évidemment, là, des colonies là, qui sont assez grandes, là, comme on peut le voir ici. Puis en même temps, à travers la clôture, ben, ça montre un petit peu la difficulté des fois qu'on peut avoir pour l'accès. Parce que généralement, je dirais généralement, plus que généralement, les gens sont très, très ouverts. Là. On n'a pas à débattre avec personne. Il n'y a personne qui veut sauver sa berge du Caucase. Mais quand même, là, des fois, on en trouve, il faut réussir à trouver l'accès, etc. Fait qu'il y a tout le temps un côté, là, un volet de communication avec les personnes qui sont touchées là, qui est relativement important. Là, c'est pour ça que je parlais un petit peu tout à l'heure des contributions nature. On avait un enjeu quand même d'aller chercher là, quelque chose comme 30% là, de notre projet en contribution nature. Fait que ça, c'est vraiment, encore une fois, le volet intégré qui demande de mobiliser nos acteurs. Ça, j'ai mis des exemples ici là, de contribution nature. Par l'équipement, on s'est fait prêter des tracteurs qui nous permettaient là, de sortir des résidus. Il y a certains endroits où est-ce que les résidus de coupe, on peut les laisser. Dans ce cas-là, on était dans un package pour les chevaux. Vraiment, là, il y avait déjà un cheval qui s'était brûlé. On a pris la décision de sortir nos résidus de coupe. On s'est fait prêter la machinerie. À gauche, ici, une compagnie qui nous avait aidé là, à assurer une sécurité quand il avait fallu que je descende là, dans une pente là, très, très abrupte. Ils nous avaient prêté des échelles, qui nous avaient aidé à installer, qui nous avaient aidé aussi à s'attacher comme il faut pour pouvoir descendre dans la pente de façon sécuritaire. Donc ça, c'est des exemples de contributions nature qui sont vraiment qui sont importantes pour le projet, là, d'un côté financier, mais d'un côté pratique là, d'applicabilité. Ici, on voit aussi la plateforme par rapport au signalement. C'est sûr qu'on marche beaucoup par signalement, je pourrais dire, sociaux, parce qu'on attend que on attend, je dis on attend, mais non, on se mobilise pour que les gens nous envoient des signalements, nous disent, moi j'ai vu ta baisse à tel endroit, je pense que j'en ai là, etc. Puis il y a différents canaux de communication là, qu'on a développés. Ici, on voit la plateforme d'ArcGIS Online, là, qui est en fait une page web où est-ce que les gens cliquent, puis de façon très simple, justement, rentrent certaines informations et doivent joindre des photos. Alors, nous, on est capable, là, c'est sûr que là, les couleurs représentent là, les années. On est capable de voir, là, de faire un pré-traitement de l'information. Puis je dirais que environ là, 90% du temps, c'est pas la berce du coquillage. Généralement, c'est ce qu'on voit ici, la berce laineuse qui est très semblable, mais qui est indigène au Québec, puis qui ne cause pas de problème là, de santé publique. Puis sinon, on retrouve là, plusieurs plantes, des ombellifères, mais plusieurs plantes là, même d'autres types.
On a une ligne téléphonique aussi qui est dédiée au signalement, bien sûr, les courriels. Sur le terrain, on en trouve beaucoup. Nous, quand on se promène, quand on trouve une colonie, on se promène, on en trouve, on parle avec nos acteurs, avec les acteurs, les différents citoyens qui nous disent: ah oui, j'en ai vu à tel endroit, à tel endroit. Puis comme ça, on ramasse des signalements, puis on parle là, vraiment là, de plus que 500 là, à travers disons, les 4 ans du projet. Fait que c'est assez. Ça fait beaucoup de gestion de signalement, mais ça vaut la peine. Pour ce qui est du portrait, on voit un petit peu là, la Chaudière-Appalaches là, est au sud de la ville de Québec. Donc, on voit qu'il n'y avait pas grand-chose là, qui était connu. Puis aujourd'hui, quand on zoome, ben, c'est tout ce qu'on a. C'est sûr que là, cette carte-là, là, peut-être qu'elle ne démontre pas tout. Là. Il y avait peut-être certains acteurs euh, locaux qui connaissaient quelques plans, là, mais c'est rien comparé à ce qu'on a ici. Puis là, comme je vous parlais tantôt, c'est pas également réparti. Il y a des territoires où est-ce qu'il n'y a rien. Il y a des territoires où est-ce que, comme la ville de Lévis, là, où est-ce qu'il y a une forte densité de population. À cet endroit-là, vraiment, l'infestation était plus forte. Ici, on voit qu'on a un gros cours d'eau là, qui était une grosse infestation. Euh, qui avait déjà, quand le projet l'a pris, là, il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait sur ce cours d'eau-là. Que ça paraît très difficile, mais il reste presque rien à cet endroit-là. Ici, on a la rivière Boyer aussi, là, qui était un 22 km, qui est un 22 km. Fait que ça, c'est vraiment l'infestation la plus importante. Il y a certains coins reclus aussi. On parle dans le coin du fleuve Saint-Jean, où est-ce que il y a quand même il y a eu des bons défis aussi. Comme vous voyez, on n'avait rien de connu. Fait que vraiment, le projet nous a permis, oui, d'éradiquer, là, mais avant tout d'avoir un portrait. Puis vraiment, ce qu'on voit, là, c'est que tantôt, je parlais des signalements. On est capable de voir que les colonies là, découvertes, là, on est en 2020, mais les colonies, là, à chaque année, le nombre de colonies découvertes là, décroît de façon importante. Fait qu'on a, on ne pourra jamais dire qu'on les a toutes trouvées, là, mais on a, on a presque pas de nouvelles colonies. Puis ceux-là qu'on découvre, c'est quelques dizaines de plants. Fait que les gros sites majeurs, on a vraiment mis le doigt dessus. Fait que ça, puis pour faire ce portrait-là, on a suivi une base de données. Au début, on avait un logiciel qu'on a changé pour un autre, finalement, ArcGIS Online, euh, qui marche assez bien. Puis comment que ça fonctionne, grosso modo, là, c'est pas ma spécialité, mais je peux quand même vous dire là, que à la base, on a un site et par-dessus, on vient lier différentes fiches. La fiche de première visite qu'on peut seulement remplir une fois, des suivis qu'on remplit là, à chaque fois en début de saison, en fin de saison, avant qu'on fasse une intervention et la fiche d'intervention. Ça nous permet d'avoir un historique là, de nos interventions, de nos sites infestés. Ici, là, on voit un petit peu, là, sans rentrer dans le détail, là, le formulaire ici du site. Alors, vraiment, au début, c'est plus comment est-ce qu'on a fait pour trouver cette colonie-là, des informations par rapport à la personne qui l'a signalé, au propriétaire du terrain, etc. Ensuite, intervention, on parle de qui est-ce qui l'a fait, comment s'est déroulée l'intervention, fait que la superficie d'estimation du nombre de plants traités, fait que ça nous permet un petit peu plus d'avoir une idée un petit peu plus quantitative de nos sites, etc. La formulaire de suivi, c'est un petit peu le même principe, combien qu'on a de plants, fait qu'avec ça, on est capable de voir là, justement comment évoluent nos sites. Pour vous donner une idée, 2018, là, c'était le temps que le projet se mette en branle. On connaissait moins les colonies. On a évalué qu'on a traité à peu près 21 000 plants. Tout de suite, en 2019, on a vraiment, premièrement, l'effort d'éradication a vraiment été augmenté par la création d'équipes régionales qui étaient plus fortes. Euh, Ensuite, en 2020, là, ça a vraiment été notre apogée, 103 000 plants. Puis aussi, j'ai mis cette photo-là pour montrer un petit peu que oui, il y a une augmentation des plants, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une augmentation de l'infestation. Parce qu'on a une banque de graines dans le sol. Quand on vient arracher, si on arrive dans une colonie qui est là depuis plusieurs années, les plants sont matures, on vient arracher les plants matures, on se concentre évidemment sur ces plants matures pour avoir notre objectif de 0 graines. Un coup qu'on a fait un premier travail du sol, mais c'est sûr que ça vient un peu stimuler ça vient même énormément stimuler la repousse, la pente de graines qui est dans le sol vient, euh, euh, vient à germer, à pousser.
Puis c'est comme ça qu'on se ramasse là, avec plusieurs petits plans. Alors, oui, c'est normal que quand on passe la deuxième fois, disons, sur un site, on enlève plus de plants, mais on sait qu'on diminue l'infestation quand même, parce que c'est correct de stimuler, cette banque de graines-là dans le sol, on la stimule. Comme ça, là, ils sortent, on est capable de partir avec, parce que tandis que quand la graine est en dormance, ben, on peut rien faire, être dans le sol. Puis là, on voit vraiment là, que 2021, on a une forte diminution. Il y a eu des petits enjeux là, budgétaires puis de recrutement de main-d'œuvre, mais qui sont marginaux là, comparativement à la différence de plan qu'on a ici. Fait que vraiment, on croit vraiment là, qu'on ne sera jamais capable de réatteindre ce chiffre-là de 100 000 plants éradiqués. Puis ça, quand je parle des nouveaux sites un petit peu à chaque année, là, on voit là, la diminution en 2021, on avait seulement 31 nouveaux sites. Puis à travers ça, des fois, quand on parle de nouveaux sites, des fois, c'est très marginal. On a une colonie qui est grande, qui est dans un milieu à forte densité végétale, qu'on a de la misère à bien repérer, qui n'est pas en milieu ouvert. Dans ce temps-là, des fois, l'équipe terrain va créer un tout petit site de quelques plans qu'ils ont trouvé, mais c'est vraiment pour leur gestion à eux, d'être capable de dire oui, c'est vrai, il y avait 2, 3 plans à cet endroit-là. Fait qu'on est vraiment dans dans du raffinement de notre localisation. Fait on parle de 31 nouveaux sites, puis là-dessus, vraiment, là, ce qui est des nouvelles colonies, c'est-à-dire des sites qui ne sont pas liés ensemble. Il est beaucoup plus petit que ça. Là. Peut-être qu'il doit y avoir officiellement vraiment là, une quinzaine de nouvelles colonies, peut-être même pas. Donc, on a sorti des statistiques un petit peu. Le nombre de plants à la découverte, ça nous donne une idée aussi où est-ce qu'on retrouve ces plants-là. Parce que c'est sûr, si les endroits, disons, plus que les endroits, quand on retrouve, ils n'ont pas beaucoup de plants, ça veut dire qu'elle s'est propagée de façon naturelle. C'est comme ça qu'on l'interprète. Si elle s'est propagée de façon naturelle, euh, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça a beaucoup été implanté, la berge du Caucase. Il y a des différents secteurs que même si on en retrouve beaucoup, on est capable de savoir l'historique de chacune des colonies. Il y a tout le temps un petit côté là, dont on fait plusieurs recherches. Là, il y a, généralement, on est capable de savoir, oui, cette colonie-là est là pour telle raison. Il y a quelqu'un qui l'a planté, ça s'est promené avec la machinerie. On est capable vraiment de savoir, même des fois, oui, telle personne l'a planté en telle année. Puis vraiment, quand on voit qu'il y a beaucoup de petites colonies, comme si on pense dans le coin de Lévis, ça veut dire vraiment que la dissémination là, se fait de manière naturelle. Puis on a perdu un petit peu là, le contrôle à savoir d'où est-ce qu'arrivent nos colonies. Fait que ça montre que la courbe d'infestation là, est plus prononcée. Alors là, le nombre de plants au dernier suivi, ça nous donne aussi un indicateur là, d'où est-ce qu'est rendu nos colonies. Fait que là, regardez, là, on voit là, qu'il y en a beaucoup là, en bleu ici, qu'il n'y avait plus de plants, ou des 1 à 50. Fait que vraiment, là, les, le nombre de plants puis les superficies, on ne dit pas que les superficies descendent. Là. Oui, c'est sûr que concrètement, les superficies rapetissent, mais vu qu'on fait vraiment des suivis à chaque année, on parle de minimalement un par année pendant 3 ans pour s'assurer qu'il n'y a pas de plan mature. Après ça, on attend 2 ans, puis on fait un dernier suivi. Puis si on n'avait pas à ce moment-là, on le considère éradiqué. Fait que ça peut prendre 5 ou 6 ans avant de considérer un site éradiqué, même s'il n'y a plus de plan. Si on a un portrait aussi, là, qu'il y a un seul plan de berge du Caucase à découverte, ça donne un petit peu l'idée là, que je parlais tout à l'heure d'infestation qui se fait plus naturellement. Comme je disais, en fait, l'analyse est en cours. Là, on n'a pas fini de faire parler tous ces chiffres-là, mais on est capable de voir qu'il y a une diminution du nombre de colonies découvertes très importante, diminution de l'importance des colonies, diminution des plants traités, une augmentation des sites de moindre envergure. Fait que les sites avec un plan ou 50 plans au suivi augmentent. Puis l'augmentation des sites totaux, en fait, ça, vu que ça va prendre quelques années avant qu'on voit ça baisser, vu que justement, je parlais que ça prend quelques années là, avant de considérer un site éradiqué. Puis ça, c'est vraiment le portrait de tout ce qu'on
on a connu comme site de berge du Caucase en Chaudière-Appalaches. On a aussi, tu sais, on va dire, j'aime ça, moi, avoir un petit volet là-dessus, la portée qui est au-delà de la Chaudière-Appalaches, parce que oui, on travaille sur notre site, sur notre territoire, notre mandat est régional, mais tu sais, on est allé rechercher des signalements qui étaient un petit peu partout au Québec, qu'on envoie aux intervenants locaux. On a, sûr que peut-être là, les régions ne parlent pas à tout le monde, là, mais on est allé là, jusqu'en Baie James, dans le Grand Nord québécois, où est-ce qu'on a eu des signalements. Fait que c'est pour montrer aussi qu'il y a un certain intérêt de la population. Puis, ben, malheureusement, c'est vraiment pas tout le Québec là, qui a des services là, pour gérer la berge du Caucase, mais on essaie quand même là, de faire notre possible d'envoyer ça, d'envoyer les citoyens vers des ressources. On a eu une autre petite chose, je voulais dire, par rapport à la portée. On a, avec, disons, nos protocoles d'intervention chimique, ben, il y a certains acteurs qui ont pu se déplacer plus vers le bas du fleuve, puis qui ont utilisé ces techniques-là pour traiter d'autres plantes, là, dont la birse spondyle. Fait que c'est le fun de voir que ça fait des petits. Pour le volet formation, ben, c'est sûr, là, on a formé plusieurs personnes. Les équipes locales, les équipes régionales, comme je parlais, mais à l'externe aussi, les milieux municipaux, les agriculteurs. On a formé vraiment plusieurs personnes dans les milieux municipaux. On invitait la direction, la mairie, les travaux publics, là, dépendamment de l'intérêt. On fait vraiment des formations. À chaque début de saison, on offre ces formations-là, puis on les oriente aussi vers nos acteurs, vers leurs besoins, dépendamment quel rôle ils jouent. C'est ça. Il y en a des fois, on est plus concentré vers l'écologie, des fois sur les méthodes de gestion, la structure du projet, les risques pour la santé, le portrait de l'envahissement. À travers les formations, c'est sûr, il y a eu beaucoup de communication. Là, le landing page, la page que je parlais qui était qui permettait de faire un signalement. C'est très simple. On peut faire un formulaire en quelques clics. Là, on est capable là, de faire un signalement. Fait que ça permet là, vraiment d'aller récolter le plus de données possible. Il y a eu beaucoup de relations de presse là, à chaque année en début de saison. En début de floraison, on fait un communiqué de presse aussi c'est à ce moment-là que les gens voient vraiment la berge du Caucase, un rappel de fin de saison, des sorties avec les journalistes là, pour qu'ils viennent prendre des photos. Là. C'était la situation là, qui se passait à ce moment-là, avec beaucoup de mobilisation des médias. Un petit peu encore me porter une portée au-delà de la Chaudière-Appalaches. Fait que le partage de connaissances se faisait de façon assez naturelle. Excusez, j'ai une petite coquille là-dedans. Mais il se faisait assez naturel, là, vu que des fois, il y a des organismes qui chevauchent plusieurs régions. Fait que c'est sûr qu'un organisme est formé, ben, incapable de remettre ses connaissances en pratique là, ailleurs là, dans son territoire. Fait que ça crée un peu naturellement là, une portée. Fait que je vais arrêter ça pour ce volet-là. Marie, je vais te laisser présenter l'autre petit volet. Oui, merci. Juste arrêter ton partage d'écran. Merci. Voilà. Donc, bonjour, moi c'est Marie-Ève Théroux. Je vais parler un peu du myriaphile IP qu'on a ici au Québec. Je crois maintenant que vous voyez ma présentation. Donc, c'est ça, le myriaphile IP, là, on a eu quelques expériences sur notre territoire du Cobaric, mais c'est une plante qui est très présente au Québec quand même. Donc, c'est une plante aquatique vivace qui est exotique, donc qui ne vient pas du Québec. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres. En fait, elle peut aller jusqu'à 6 mètres de profondeur parce que les racines sont dans le fond, sont ancrées dans le fond de l'eau. Mais une fois rendue à la surface, là, la plante va se ramifier puis il va faire comme un tapis, là, un peu comme vous voyez là, sur l'image. Donc, ça perturbe grandement, surtout la navigation. C'est une plante qui va commencer à croître quand même très tôt en saison.
ce qui fait qu'elle peut prendre beaucoup d'avantages sur les autres plantes qui sont là naturellement. Les rhizomes, les racines, puis les petites pousses là, vont persister tout l'hiver. C'est ce qui fait qu'elle elle peut se mettre à pousser rapidement au printemps. Ça pousse quand même très rapidement. Pour l'identifier, on va regarder souvent les petites feuilles là, qui ressemblent à des plumeaux. Ils sont souvent en groupe de 4 autour de la tige. Puis on va compter les paires de folioles, là, les petits, on pourrait appeler ça les petites épines ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a aussi une plante indigène, un myriophylle indigène qui il lui ressemble, mais qui n'a pas le même nombre de paires, et aussi que la distance entre les groupes de 4 est plus grand. Donc, c'est ce qui permet là, de faire la différence, mais c'est ça, l'identification, c'est toujours mieux de faire confirmer là, par des gens qui se connaissent. Mais une fois qu'on l'a vu une fois, on est capable de bien l'identifier. Puis, dès que ça a des colonies très larges, on est pas mal certain que c'est du myriophylle à épi parce que le myriophylle indigène ne fait pas ce genre de grands tapis, de grosses colonies. On peut le retrouver pratiquement partout, lac, étangs, marais, même dans les cours d'eau, dans les sections les plus calmes. Il peut supporter vraiment à peu près n'importe quelle condition de croissance et de substrat. C'est sûr qu'il y en a qui vont le favoriser plus qu'autre chose. Donc, si l'eau est plus claire, c'est sûr qu'il y a plus de lumière, donc il va croître plus. Mais on le retrouve pas mal partout. Dans des profondeurs de 1 à 4 mètres, mais ça a déjà été vu jusqu'à 10 mètres de profondeur, surtout si l'eau est assez claire pour se rendre au fond de l'eau. Le myriophylle épi serait originaire de l'Europe, de l'Asie ou de l'Afrique. On ne sait pas trop comment il a été introduit au Québec ou en Amérique du Nord, probablement par les plantes d'aquarium et les eaux de l'Est des navires, parce que c'est une plante qui a souvent été mise dans les aquariums. Donc, les gens vont souvent se mettre à jeter leurs aquariums dans des cours d'eau et des lacs. Donc, ça peut être ça. Sinon, ça peut être les navires qui les ont transportés. Le myriophylle à épi va se propager beaucoup par fragmentation de ses tiges. Donc, il y a une période à partir du mois de juillet à peu près, les tiges peuvent se fragmenter de façon naturelle. Donc, c'est quand même très, très fragile. Et un petit fragment va se mettre à développer tout de suite des racines et dès qu'il va se trouver un endroit pour s'implanter, il va pouvoir partir une nouvelle colonie. Ce qui fait que dès qu'il y a de la navigation dans des colonies de myriophylle par les bateaux, ça peut même être juste du kayak ou du canot, on en arrache, n'importe quel fragment peut partir une nouvelle colonie. La plante va aussi se propager par ses rhizomes. Donc, c'est ce qui fait que les colonies vont se densifier par ses racines. Et il y aurait les semences qui sont quand même viables au Québec, mais on a quand même peu d'informations là, relativement à leur rôle dans la propagation de la plante au Québec. On n'est pas certain là, que les semences aient un grand rôle à jouer là-dedans. Les impacts les invasions de myriophylle dans les lacs, parce que c'est surtout dans les lacs que ça se fait, en fait, c'est principalement des impacts sur les activités humaines. Les études qui ont été faites actuellement, ils ont étudié les impacts sur la biodiversité, les écosystèmes, mais les impacts ne sont pas si énormes que ça. Il y a peut-être un peu de changement, mais les poissons vont souvent utiliser les herbiers de myriophylle comme abri. Oui, il y a une compétition avec les plantes indigènes, mais à part d'être, si elle s'implante dans un milieu fragile, par exemple, comme un milieu humide et tout ça, l'impact sur la biodiversité, les écosystèmes est assez faible. C'est vraiment sur les activités humaines que ça va avoir un impact parce que quand il y a des herbiers très denses, c'est plus difficile de naviguer. La nage, la baignade n'est vraiment pas agréable là, dans un milieu, dans un herbier de myriophylle.
Puis aussi, il semble là, y avoir aussi une baisse des valeurs de maison quand il y a du myriaphile IP, pas nécessairement dans le lac, mais en face de la maison qui est sur le bord du lac. Donc, ça perturbe. Il y a beaucoup de combats qui se fait, mais il ne faut pas dire que c'est juste du combat pour les écosystèmes. C'est vraiment pour les activités humaines qu'il y a ce combat-là. Il y a plusieurs méthodes de contrôle qui existent pour combattre le myriaphile IP. Le faucardage manuel et mécanique, ça, c'est comme du fauchage. C'est beaucoup moins utilisé. Là, le faucardage mécanique, c'est avec une grosse machine, comme une moissonneuse-batteuse, mais dans l'eau. Ça a quand même certains désavantages parce que ça crée beaucoup de fragments, donc c'est très, très dangereux. Il y a quelques places au Québec qui l'utilisent, mais ça demande un beau gros contrôle et ça l'arrache pas la plante. Ça fait juste la couper. Donc, c'est un combat qui est à reprendre continuellement. Il y a l'arrachage manuel par des plongeurs et arrachage manuel avec aspiration. Donc, ça, c'est une méthode qui a été développée au lac des Abénaquis sur un ponton, comme on voit sur la photo, là, les bateaux très, très stables. Il y a une pompe. Le plongeur est avec un grand tuyau dans le fond de l'eau. Donc, quand il arrache une plante, il le met dans le tuyau l'amène vers la surface sur le bateau, puis il y a une table avec un tamis pour recueillir les plantes. Donc, ça fait que le plongeur n'a pas parce que sinon, le plongeur remplit des sacs et doit remonter continuellement une fois que ces sacs sont pleins. Donc, ça permet vraiment d'éviter ces allers-retours-là du plongeur. Il y a aussi le bâchage qui se fait soit avec des toiles de jute, soit avec des toiles de fibre de verre. Ce qu'on voit sur la photo, c'est des toiles de fibre de verre, ce qu'on va appeler souvent les aquascreens. Ça ressemble un peu à des moustiquaires. En fait, il faut que l'air puisse passer au travers parce qu'il va se former des bulles en dessous de la bâche, là, le sol. En fait, le fond de l'eau, il se fait toujours des bulles là, dans les sédiments. Il se relâche toujours des gaz. Donc, il faut que l'air puisse passer au travers, les gaz. Et le bâchage, en fait, ce n'est pas pour bloquer la lumière, c'est vraiment pour faire une barrière physique. Donc, ça fait que les plants ne poussent plus, ne peuvent pas pousser. Et ce bâchage-là, donc, les toiles de jute, on les laisse là, on les met une fois et on les laisse là, et elles vont finir par se décomposer. Il faut juste aller au Québec, là, il faut des autorisations pour faire du bâchage, il faut des autorisations du gouvernement et il faut aller enlever les lestes qui ont été mis sur les toiles de jute. Donc, c'est des sacs avec des roches dedans. Le ministère de la Faune nous demande d'aller les retirer après 3 ans pour ne pas perturber l'habitat du poisson. Pour le bâchage avec aquascreen, en fait, on les laisse de 8 à 10 semaines à peu près et on les retire, on les nettoie, puis ils peuvent être réutilisés les années suivantes à d'autres endroits ou au même endroit. Donc, ça dépend des secteurs. C'est des toiles là, qui peuvent durer 10-15 ans s'ils sont bien entretenus. Donc, encore une fois, il faut toujours des autorisations. Puis, quand on les retire, il faut mettre des barrières à sédiments parce que ça brasse quand même un peu les sédiments. Puis, ça permet aussi, là, s'il y a eu des plants qui ont poussé un peu quand même, parce que quand on installe des toiles, c'est très difficile de les placer parfaitement, qui se superposent une par-dessus l'autre et tout ça. Donc, il y a toujours quand même un arrachage d'entretien qui doit se faire pour aller arracher les plants qui poussent entre les toiles. Il y en a quelques-unes qui peuvent aussi pousser un peu sur le dessus. Donc, c'est mettre des toiles n'empêche pas qu'il faut faire de l'arrachage. Ça fait juste que l'arrachage est moins long. Il y en a beaucoup moins à arracher. Puis ensuite, une autre méthode de contrôle, c'est la prévention. Donc, le myriaphile IP va beaucoup se promener de lac en lac par les embarcations, donc les bateaux et tout ça. Donc, il faut les nettoyer. Il y a de plus en plus de lacs qui ont des stations de nettoyage d'embarcations. Une simple inspection là, va même permettre de les voir. Ce n'est pas juste nettoyer les embarcations, mais aussi les remorques sur lesquelles sont les bateaux, parce que les remorques vont dans l'eau.
aussi. Puis de la prévention, ça implique aussi de la formation, puis une surveillance accrue dans les plans d'eau. Au Québec, la situation en novembre 2021, c'est qu'on avait 180 lacs avec myriophiles et 23 cours d'eau. Il y a des concentrations à certains secteurs du Québec. En Chaudière-Appalaches, présentement, on n'a pas tant que ça, on n'a pas beaucoup. C'est beaucoup plus dans le sud du Québec, dans les Laurentides. Et en Outaouais, là, c'est les endroits où il y a beaucoup, beaucoup de lacs de villégiature avec chalets. Mais ça n'empêche pas que dans le bassin versant de la rivière Chaudière, on a 2 lacs qui ont été touchés à notre connaissance. Hein. Pour l'instant, ça se peut qu'il y ait des lacs, mais ils ne savent pas ou ils ne s'en sont pas encore rendus compte. Donc, il y a le lac des Abénaquis et le lac Mégantic. Je vais rapidement vous revenir sur ce qui a été fait sur ces 2 lacs-là. Le lac des Abénaquis, c'est un lac que ça fait vraiment très long. Ça fait très longtemps. Depuis 2014, qui ont du Myriophile aipi, en tout cas qui l'ont identifié. Ça a été un lieu d'étude pour l'équipe de Claude Lavoie de l'Université Laval. Je crois qu'il était venu faire une présentation sur la renouée du Japon la dernière fois. Puis, il y a eu beaucoup L'association de lacs et la municipalité du lac des Abénaquis ont travaillé énormément pour combattre le Myriophile aipi. Ils ont développé leur méthode pour les toilettes Aquascreen. Ils ont fait de l'arrachage. Comme je disais aussi, ils ont comme inventé le remonteur à myriophile qu'on appelle. Donc, ce que je parlais, la pompe avec sur le ponton. Puis, ils ont fait aussi du contrôle de la navigation dans les herbiers, donc mettre des bouées. Il y a eu beaucoup d'informations aussi des citoyens autour du lac. Puis, en 2021, selon leur dernière cartographie qu'ils ont faite, il y a eu une baisse de plus de 98 % de la superficie qui a été envahie. Il ne faut pas s'attendre à faire complètement disparaître le myriophile aipi, mais je vous dirais que le lac des Abénaquis, il a presque réussi. Là, tout ce qui reste, c'est quelques plants ici et là. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de bénévoles aussi qui vont travailler là-dessus parce que c'est énorme, surtout les premières années. Ensuite, maintenant, ce qu'il leur reste à faire, c'est vraiment d'assurer un suivi, puis de surveiller les quelques plants, les arracher, puis de toujours vraiment bien surveiller. Mais il ne faut pas se dire qu'il n'y en a plus, on n'a plus rien à faire. Il faut vraiment qu'ils continuent le travail. C'est juste qu'ils en ont beaucoup moins à faire maintenant. Puis l'ARLA, l'Association du lac des Abénaquis, l'Association des riverains, cette année, ils ont créé un guide pratique pour la lutte contre le myriophile aipi. Donc, ils ont mis dans un guide toute leur expérience, toutes les méthodes qu'ils ont développées. Ça va de comment ils roulent les toiles d'Aquascreen, les outils qui se sont créés, étant donné qu'ils ont beaucoup d'expérience là-dedans, ils ont voulu le partager à toutes les autres associations de lacs et municipalités du Québec. Il n'est pas encore disponible publiquement, mais ça s'en vient. Le Cobaric, on l'a relu là, dernièrement parce qu'on les aidait là-dedans un peu. Puis, ça va être très pratique pour beaucoup de monde, je suis certaine. Au lac Mégantic, le myriophile qui a été découvert, c'était en 2018 dans la marina de lac Mégantic. C'est une marina avec une descente à bateau donc, et un poste d'essence. Donc, c'était un endroit que c'était certain qu'il allait y en avoir éventuellement, mais aussi c'est un endroit qui était très à risque d'en propager ailleurs dans le lac. Je ne sais pas si vous voyez en haut à droite ici, ça c'est le lac. C'est quand même un très grand lac. Puis à la tête du lac, il y a un grand marais, un grand milieu humide qui est quand même une belle importance biologique, là, écologique dans ce secteur-là. Donc, ça a été vraiment
de protéger aussi ce milieu-là, mais c'était aussi pour éviter que le myriaphile AIP se propage énormément dans le lac mégantic. C'est un lac qui est très utilisé par les gens du secteur et par des gens de l'extérieur aussi. Donc, en 2018, on a eu des gens de l'Association de protection du lac mégantic et de son bassin versant, l'APLM, qui nous ont contactés et ont dit, je pense qu'on a découvert du myriaphile AIP dans la marina. Je suis allée sur place pour faire la carte que vous voyez présentement. Donc, c'était une inspection à partir des quais. C'est assez subjectif là, de dire si c'est moyen, élevé, tout ça. Là, il n'y a pas de chiffres magiques là-dedans, mais c'était pour vraiment avoir une idée de c'était où les grosses problématiques. Il y a eu ensuite un arrachage d'urgence, on pourrait dire, qui a été réalisé. En fait, on a contacté les gens du lac des Abénaquis. Ils nous ont prêté leur ponton avec le remonteur à myriaphile et un des plongeurs qui travaille au lac des Abénaquis depuis longtemps est venu faire l'arrachage pendant 2 jours, si je me souviens bien. Puis en même temps, il y a des bénévoles qui ont inspecté tous les accès publics autour du lac, tous les autres accès, toutes les autres rampes de mise à l'eau pour s'assurer pour voir s'il y en avait ailleurs dans le lac. On a été chanceux à ce moment-là. Il n'y en avait pas ailleurs. Il n'y en a pas qui a été vu. Donc, ce qui nous a fait dire qu'on était vraiment au tout début de la colonisation là, dans ce lac-là. Ce qui fait qu'on a demandé du financement pour combattre le myriaphile AIP dans ce lac-là. Ce qui a été fait, c'est beaucoup de l'arrachage. À l'été 2021, il y a des toiles aquascreen qui ont été installées à la marina. Il y a eu des formations de sentinelles autour du lac. Donc, c'est des gens qui ont été formés à identifier le myriaphile AIP. Puis que s'ils en trouvent, ils vont pouvoir contacter l'APLM ou des gens qui s'y connaissent. Et puis ensuite, il y a eu un inventaire à l'été 2019 aussi qui a été fait tout le tour du lac, donc avec des aquascopes, c'est comme des grosses chaudières avec un fond de plastique transparent. En le mettant dans l'eau à partir d'un bateau, on peut bien voir jusqu'au fond de l'eau quand on est sur les bords. Donc, ça a permis de voir s'il y avait du myriaphile ailleurs. Il n'y en avait pas. À l'été 2020-2021, il y a des sentinelles qui ont découvert quelques plants à l'extérieur de la marina. Donc, en 2020, c'était 4 dans la baie des Sables. Puis, en 2021, c'était 6 dans un secteur face à la marina. Immédiatement, il y a eu un contrôle, donc un arrachage. Puis, c'est ça. Fait que pour l'instant, là, on touche du bois, ça se passe très, très bien dans ce lac-là. Pour vous donner une idée, au premier arrachage en 2018, il y a eu 950 kilos de plantes qui ont été arrachées. Et maintenant, il y en a tellement peu qui sont comptés quand on les arrache. On compte le nombre de plants maintenant. Donc, c'est des arrachages d'entretien qui ont été faits dans la marina. C'était 139 plants qui ont été arrachés en 2021. C'est sûr qu'on avait l'étoile à ce moment-là, mais ça donne quand même une idée là, que ça a beaucoup baissé en très peu de temps. Et aussi, ce que ça a entraîné, la découverte du myriaphile AIP au lac mégantic, c'est qu'il faut savoir qu'autour du lac, il y a 4 municipalités riveraines. Ces municipalités-là se sont regroupées ensemble, ils ont fait carrément un regroupement pour combattre le myriaphile, mais aussi pour faire d'autres actions. Là, ça les a fait se réveiller parce que si le myriaphile se répandait partout dans le lac, chacune des municipalités allait, ne serait-ce que financièrement, il allait être impacté parce que les maisons auraient baissé, les gens auraient moins voulu venir dans la région pour aller sur le lac. Donc, ça a fait ça. Puis, elles ont décidé d'implanter aussi des guérites à tous les accès publics qui sont reliés à une station de nettoyage des embarcations. Donc, quand les
les gens veulent aller dans le lac, ils doivent aller nettoyer tout d'abord leur bateau à la station de nettoyage. Ils reçoivent un code. Quand ils arrivent à une des guérites, ben, ils peuvent utiliser le code pour rentrer, pour mettre leur bateau dans le lac. Et ils peuvent l'utiliser juste une seule fois. Mais ils peuvent l'utiliser pour rouvrir la guérite pour sortir, mais après ça, ils ne peuvent pas re-rentrer dans le lac avec leur bateau. Donc, ces stations-là vont être mises en marche là, en 2022. Là, je pense qu'il y a un peu de discussion parce que les prix peuvent être assez élevés. Mais c'est ça, on va voir comment ça fonctionne cette année. Il va sûrement y avoir des ajustements qui vont se faire. Mais ça a quand même fait que le milieu s'est mobilisé pour ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à présenter sur le Myriaphile IP. Mathieu, je vais te redonner la parole. Yes, merci bien. Ce ne sera pas bien compliqué la fin de tout ça. Je voudrais juste présenter d'autres espèces exotiques envahissantes qui sont préoccupantes. Mathieu, tu ne partages pas la bonne image. Oui, non. Scène 1, prise 2. Oui, c'est bon. C'est ça. D'autres espèces, c'est un petit retour juste sur d'autres espèces qui sont préoccupantes au Québec. Au Québec, on a quand même là, un petit peu plus que 32% là, de la flore qui est représentée par des espèces exotiques, là, qui ne sont pas toutes envahissantes, évidemment. Puis juste pour se donner une petite idée, au Canada, là, les coûts représentent plus de 20 milliards de dollars dans le secteur forestier seulement. Fait que, vu que le secteur forestier, ben, c'est un gros moteur économique, c'est sûr là, que c'est vraiment un milieu qui est bien impacté. Avoir ces données-là sur le milieu agricole, c'est certain, ce serait imposant aussi, sans doute. En, euh, en Chaudière-Appalaches, ici le CLECA que je présente tout à l'heure, il s'intéresse en ce moment au Nerprin bourdaine, là, qui est justement là, qui s'attaque surtout là, à la rentabilité des secteurs forestiers, là, notamment là, qui étouffe la reprise à la renouée du Japon, puis Myriaphile en épi. Sentinelle, ça, c'est un outil qu'on a au Québec, là, qui a été développé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, là, qui se veut utile pour monsieur, madame, tout le monde, si on veut. Les espèces là, de la flore qui sont les plus préoccupantes, là, il y en a plusieurs là, en milieu aquatique. L'Idocarite grenouillette, là, qui en est une là, qui a explosé, là, qui a eu en fait là, presque aucune période de latence avant de tomber dans sa phase d'expansion. Et qu'il y en a comme ça qui sont beaucoup plus préoccupantes que d'autres. Là. Encore, le Myriaphile IP, on le retrouve ici. Il y en a d'autres myriaphiles aquatiques, etc. Pour ce qui est des plantes de milieu terrestre, on retrouve là, justement ici la berce commune, quand j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure, qui est la berce sphondyle. L'entrisque des bois, dans l'aire officinale, la berce stockage, on la retrouve ici. En fait, là, ce que ça permet, c'est sûr que je ne les nommerai pas toutes, là. Il y en a qu'on retrouve plus ou moins, les renouées sont là. Mais ça, là, ce que ça permet, c'est soit de pouvoir dire de la bourse commune, là, avoir une description de l'espèce, etc. On peut aussi, encore là, choisir là, pour euh, les espèces animales. Si je reviens un petit peu en arrière, ce site-là non plus, il n'est pas parfait. On peut avoir des observations. On est capable de choisir une plante en particulier, voir où elle se trouve au Québec. Puis on est capable aussi, là, sur tout ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable le citoyen est capable d'entrer des informations qui permettent de mettre à jour la base de données. Il y a une application qui se fait, qui est
une application mobile aussi qu'on peut retrouver là, sur les cellulaires, etc., qui permet de remplir un formulaire pour participer à la base de données. C'est un bon outil, là, mais c'est sûr qu'après ça, il faut que la base de données soit mise à jour. Des fois, c'est pas tout le temps, évidemment, c'est pas fait à jour, c'est pas un monitoring là, qui se fait constamment. Fait que des fois, là, on peut avoir des colonies là, qui sont connues et qui ne se retrouvent pas. Les espèces, ça, on ne regardera pas tout ça, là, mais les espèces animales, c'est les espèces aquatiques envahissantes. Fait qu'il y en a quelques-unes là, qui sont plus préoccupantes. Je sais que le clair de cerf épineux, il y a eu, on l'a rencontré là, plus au nord, en région de l'Abitibi. La moule zébrée qui fait son apparition, qui est aussi préoccupante, puis les différentes carpes. Les facteurs d'introduction, sans doute, c'est un petit peu comme Marie en a parlé, là, mais plus globalement, les échanges commerciaux, les inondations aussi, l'utilisation d'une espèce pour contrôler la population d'une autre espèce. C'est des risques qui arrivent aussi, des animaux de compagnie ou espèces chassées ou pêchées, relâchées dans la nature avec ou sans autorisation. Des espèces échappées de lieux de garde en captivité puis transportées par les embarcations. Animal, on en a deux ici là, qui il y a une campagne, là, vraiment, là, puis encore là, on voit encore le caractère c'est préoccupant là, justement là, pour les carpes asiatiques, les sangliers. C'est vraiment des enjeux qui sont importants ici, qui sont regardés de très près. Puis ici, on nommait là, que juste dans la région des Grands Lacs, les espèces envahissantes animales, milieu aquatique qui entraînent des pertes de plus de 7,5 milliards de dollars pour le territoire canadien. C'est assez important. Il y a certains autres insectes, là, surtout qui sont regardés de près. On parle de fulgore tacheté pour les milieux forestiers. Comme je disais, c'est un milieu économique là, qui est important. Il n'est pas encore au Québec, mais il est observé de proche. C'est un peu la même chose aussi pour le longicorne asiatique, qui, lui, qui est dommageable pour l'acériculture, là, on pourrait dire qu'il est un milieu hybride entre le forestier et l'agricole, mais la sériculture qui est super importante au Québec, et qu'il y a certaines espèces qui sont gardées de proche. Malheureusement, il n'y a pas vraiment, là, je dirais, là, d'effort national sur les espèces exotiques envahissantes. Il y a des plans de contrôle qui existent pour différentes espèces, mais c'est assez difficile là, quand on veut s'attaquer à une espèce, d'être capable de travailler vraiment tout le monde en même temps. Souvent, c'est je dirais, là, des initiatives qui sont locales, comme Marie-Ève a pu présenter, ou régionales, là, comme on a présenté avec la Berge du Caucase. Alors, c'était tout pour moi. Et merci de... Ah, c'est vrai, il ne fallait pas que j'oublie ça. Le prochain webinaire qui est du côté de la Belgique, qui sera le jeudi 17 mars à 8h30 à l'heure du Québec ou à 14h30 pour l'heure de la Belgique. Merci de votre écoute. Il y a une toute petite modification. Ce sera 9h30 pour le Québec, parce qu'il y a eu changement d'horaire au Québec cette fin de semaine. Donc, il n'y a plus que 5 heures on s'en est aperçu ce matin, en fait. Donc, ce sera 9h30 pour le Québec. Je vous invite à poser des questions si vous en avez. On peut vous donner la parole si vous levez la main ou vous pouvez les écrire dans le chat à votre guise. On a une question. Hop. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, c'est Yannick ici, Contrat de Rivière, c'est moins cher en Belgique. Oui. Voilà, comme on disait, nous n'avons pas pu entendre toute l'entièreté du webinaire, donc on va prendre le temps comme ça, enregistrer, de réécouter tout ça. Et donc, on aura peut-être des questions qui vont arriver par la suite, et peut-être même jeudi, on viendra peut-être avec des questions par rapport aux interventions qui ont été faites. Moi, je me demandais juste par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la gestion des lacs, au niveau de la surveillance
des bateaux quand il faut nettoyer, etc. Ça fonctionne comment? Vous avez peut-être dit, mais on n'a pas entendu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là tout le temps ou on compte sur la bonne volonté des gens? Je ne sais pas. Tu veux intervenir, Marie Oui, excusez, j'ai manqué un peu le début de la question. C'était la gestion du lavage, en fait, au niveau des Ah lacs, oui, comment ça se passe au Québec? ça dépend. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits que c'est sûr, c'est pas 24 heures sur 24, on s'entend. Il y a des périodes, il y en a que ça va être, il va y avoir quelqu'un là pendant de 9 à 5, par exemple, ces choses-là, mais ça fait qu'il peut y en avoir qui vont rentrer hors des heures d'ouverture de la station de nettoyage parce que, par exemple, les pêcheurs vont là très tôt le matin. Donc, ça cause un peu un problème. Il y a d'autres stations qui sont volontaires. Donc, on a libre-service, si on veut, avec des pancartes et on encourage fortement à nettoyer les bateaux, mais c'est pas, ça a été démontré que c'est pas toujours bien, que ça se fait pas nécessairement. Là. Si les gens sont pas obligés, ils le feront pas. Au niveau de Mégantic, du lac Mégantic, ce qui est fait, c'est que tout est automatisé avec la station de nettoyage. Donc, vraiment, c'est à la station, faut qu'il nettoie pendant 5 minutes, je crois, au minimum, avec la hausse à pression. Il y a un minuteur. Puis, un coup que c'est fait, le code va sortir. Donc, le petit papier va être donné à la personne. Donc, il faut vraiment être de mauvaise foi là, pour dire je nettoierai pas mon bateau alors qu'il faut que la hausse à pression soit ouverte pendant 5 minutes. Là. Donc, c'est la méthode qui a été décidée là-bas justement parce qu'il y a il y a quand même 5-6 accès publics autour du lac. Donc, c'était difficile de tout contrôler ça. Puis, il y a une seule station à un endroit. Puis, c'est ça, fait que tout est automatisé. Les guérites parlent avec la station de nettoyage par Internet. Donc, c'est à peu près ça les façons de faire. Autour des lacs aussi, ce qui arrive souvent, c'est que les propriétaires riverains, ils ont souvent aussi des accès privés sur leur terrain. Donc, des fois, ils ont de la visite. Les bateaux la visite amène leurs embarcations, ils les mettent dans le lac. Donc, les associations de lacs, les municipalités vont aussi faire beaucoup, beaucoup de sensibilisation dans ce cas-là pour dire votre visite, il faut qu'elle nettoie son bateau aussi, ou ils vont interdire les accès privés comme ça. Ça va être vraiment juste par un accès public contrôlé. Donc, les méthodes sont assez différentes d'une place à l'autre. Puis aussi, des fois, ça fait que la station de nettoyage n'est pas aussi ouverte toute la saison. Ça va beaucoup parce que c'est souvent des étudiants qui sont engagés pour tenir les stations de nettoyage. Donc, quand l'école recommence, ils ne sont plus là, mais il y a encore des gens qui vont sur les lacs. C'est plus une ouverture en fonction des vacances qu'en fonction de la saison de pêche, en fait. Exact. Donc, c'est pas parfait, mais il y a beaucoup quand même de sensibilisation qui se fait. Puis les lacs, les municipalités ou les lacs là, qui veulent que ça se fasse plus... il y en a qui sont plus serrés que d'autres, finalement. J'espère que ça répond à votre question. Oui, ça répond à ma question, oui. Et alors, encore une petite intervention. Donc, j'ai vu que le sanglier était considéré comme une espèce invasive chez vous. Donc, chez nous, il est natif, hein, donc il est présent depuis. Et alors, justement, dans notre région, on sort d'une période de plusieurs années d'extermination en fait des sangliers, parce qu'on a fait l'objet d'un foyer de peste porcine. Donc, il y a eu, on a eu pas mal de cas, et donc on a quasiment éliminé tous les sangliers par les chasseurs et par l'administration sur notre zone d'action. Et alors avec des clôtures, etc., pour empêcher que des sangliers viennent de France, par exemple, ou d'autres régions. Voilà. Ce n'est pas la même situation. Nous autres, le sanglier ici, ce qui fait, c'est que c'est beaucoup, ça détruit beaucoup les cultures dans les champs.
Donc, c'est une des grosses problématiques, là, pourquoi on veut le contrôler au Québec. OK, merci. Et il est pas, je sais même pas s'il est chassé au Québec, en fait. Pas En fait, encore, mais... il est chassé par le MFFP. C'est tout, en fait. Oui, parce que c'est quand même marginal, là, vraiment, là, les endroits où est-ce que, il y a du sanglier au Québec, là, mais j'ai une connaissance à moi là, c'est son travail à temps plein, là, mais il répond à des signalements marginaux, puis il va chasser le sanglier, là, mais c'est fait par le ministère. Ça, c'est encore on est encore au début là, du sanglier, on va dire de l'invasion de sangliers, là. On a des sangliers d'élevage qui se sont échappés, mais c'est encore, on est encore au début. On veut éviter que ça fasse des problèmes par après, finalement. Il faut savoir aussi qu'il y a une réglementation là, qui empêche, là, comme je pourrais dire, la valorisation de toute espèce exotique envahissante. Fait que là, reste à savoir là, comment que la chasse récréative là, serait considérée à travers tout ça. On a 2 questions dans le chat. Je vais aller tout de suite à celle-là du sanglier parce qu'on en parle. Donc, ça dit concernant le sanglier, est-ce que le MFFP vise à l'éradiquer puisqu'il y en a encore peu? Moi, je pense que c'est un petit peu qu'est-ce que je venais de parler. Là, j'en sais pas. Je ne sais pas exactement où ils en sont où. On n'est pas visé dans notre bassin par cette petite problématique-là. Mais comme je disais, là, il y a des chasseurs là, qui visent l'éradication. Mm. Puis, il y avait une question aussi concernant la berce. C'est avez-vous déjà testé la lutte par injection de pesticides dans les tiges pour la berce? Non, parce qu'on ne se l'est pas fait recommander du tout là, par aucun professionnel. Là. En fait, ce qu'on utilisait là, comme herbicide, là, vraiment, il vient capté par la surface foliaire. Fait qu'il y aurait vraiment eu, on est en tige creuse aussi, hein, euh, on savait que théoriquement, on n'aurait pas eu l'effet escompté. Il aurait fallu augmenter beaucoup les quantités de pesticides. Ça aurait pris énormément de temps aussi. Ça aurait été aussi risqué parce que là, on manipule chacun un des plants, on les perce, etc. Fait qu'on n'a vraiment pas considéré, là, on n'a trouvé aucun avantage, nous, à essayer cette technique-là, même si on l'a considéré, ça n'a pas resté longtemps sur les papiers. C'est bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis il y a M. Dambo, tantôt, qui nous a dit que tout était assez clair pour lui. Donc, merci, monsieur. On est content qu'on a été très clair. Une autre question. Est-ce que vous réalisez des activités de plantation après l'arrachage ou la lutte chimique? Plantation, je dirais plus ensemencement. Puis aussi, ça dépend à quel niveau qu'on est rendu. C'est sûr que là, quand on arrive à une colonie qui est là depuis plusieurs années, on fait un arrachage. On sait qu'on revient l'année d'après. On ne mettra pas, disons, exemple, des végétaux de plusieurs années qu'on sait qu'on va repasser au travers, qu'on risque de les briser, etc. C'est plus, on va faire de l'ensemencement là, avec des herbacées à la volée. Puis généralement aussi, même sur certains sites, on reprend directement, dépendamment de la saison, mais quand on fait nos suivants en automne, on peut aller prendre là, des végétaux qui sont autour, puis ressommer là, avec les graines du milieu, les semences du milieu, là, avec les herbacées qui sont autour. Puis une question qui suit, c'est si oui, combien de temps après l'arrosage chimique? Bien, c'est sûr, je dirais que les milieux, certains endroits qu'on a arrosés même, là, c'est incroyable. La reprise, elle se fait tellement bien là, que généralement, euh, l'année d'après, on voit déjà que la végétation indigène a repris vraiment le dessus. Là, certains endroits, peut-être qu'il pourrait être plus difficile, là, justement, là, la, la deuxième année, on le sait qu'on ne fera jamais plus que 2, peut-être 3 ans là, de,
d'application d'herbicides, là, puis c'est une fois par année là, qu'on travaille, là, pas plus. Ça va ça va être vraiment la dernière année. Peut-être la troisième année, on pourrait en faire. On a fait à quelques endroits, mais généralement, naturellement, là, on est dans des milieux riches là, qui se végétalisent assez facilement. Le pesticide utilisé, est-ce qu'il est total ou est-ce qu'il est ciblé? Non, c'est total. C'est l'équivalent du glyphosate. Là. En fait, là, il y a un petit flou artistique là, où on ne pouvait pas utiliser, disons, le Roundup. Fait que c'est quand même c'est un glyphosate. En tout cas, on est comme dans un flou un peu réglementaire. Là. Mais non, c'est à large spectre. Monsieur Dambeau revient avec qu'il y a quand même une question à propos de la berce, parce qu'on parle d'éradication, mais elle a des propriétés médicinales, entre autres. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est que la berce du Caucase, il y a plusieurs sortes de berces, premièrement. Puis la berce du Caucase, son gros problème, quand on parle de santé publique, ce qui n'a peut-être pas été bien expliqué, c'est que quand on a de la sève sur nous, puis qu'ensuite on est exposé au soleil, ça fait des grosses brûlures, des cloques. Je pense que ça peut aller jusqu'à des brûlures de troisième degré. Donc, c'est vraiment le gros problème de santé publique qu'on a, surtout quand c'est sur des terrains privés où des enfants vont jouer là-dedans, sont en contact avec la sève. Donc, c'est vraiment ça l'aspect santé publique qu'il y a au Québec par rapport à la berce du Caucase. Je ne sais pas si moi, Mathieu, je peux continuer. Oui, c'est ça. C'est pour être un peu plus précis, c'est comme des phytodermatites qui équivalent à des brûlures de deuxième degré. Là. Avec des grosses cloques d'eau, etc. Puis ça a été intéressant. J'ai eu la chance là, de travailler avec justement quelqu'un qui s'intéressait par rapport, justement, qui disait que c'était, elle, en Iran, si je ne me trompe pas, la berce était utilisée. Justement, les semences pour faire des épices, des choses comme ça, des pousses. Ben, déjà, si quelqu'un s'intéressait aux vertus d'une berce, ben, on a la berce laineuse qui est indigène au Québec, il n'y a pas de danger ou presque de se brûler, à moins d'avoir des sensibilités particulières. Puis aussi, il y aurait une possibilité qu'une plante n'a pas le caractère envahissant de la même façon, même si c'est la même espèce, dépendamment où dans le monde. On sait que en Amérique du Nord, c'est problématique. Disons, la plus grosse équipe là, de gestion de berce, c'est dans l'État de New York, parce que c'était vraiment problématique. On le sait qu'en Ontario, elle est problématique aussi. Au Québec, on a décidé d'agir avant d'avoir les problèmes de nos voisins. Puis, je pense qu'on va être capable là, de retrouver les bienfaits là, de la berce, justement, à travers la berce laineuse. Puis, c'est pour ça qu'on décide de l'éradiquer. Puis, pour revenir aux pesticides, Marie-Christine Courte spécifie qu'un colorant a été ajouté à l'herbicide pour faciliter le suivi. On a essayé ça, mais on l'a considéré, mais nous, ça n'a pas été fait dans notre cas. OK, Henri, on le sait que c'est possible, là, mais on a assez des petites colonies, puis vu que c'est tout le temps les mêmes personnes qui travaillent dessus, aussi avec un système en tout cas, ce serait plus les répondants chimiques qui pourraient parler de ça, là, mais on a réussi quand même là, à réussir là, à s'assurer d'avoir avec un système de transect une façon là, de ne pas réappliquer deux fois au même endroit. Donc, M. Dambeau, il dit donc que ce ne serait pas une éradication totale. Mais c'est sûr que pour la berce, viser une éradication totale, ça va être difficile. Pour toute plante exotique envahissante, c'est difficile de dire qu'il n'y en aura plus. Il va toujours en rester. Mais on veut vraiment éviter qu'elle se répande encore plus, comme on dit, le zéro graine, mais aussi d'en enlever aux endroits là, qui sont beaucoup plus problématiques, puis le contrôler là, puis l'éradiquer lorsque c'est possible à certains endroits. Oui, il y a plusieurs endroits quand même qu'on réussit l'éradication.
Puis oui, c'est sûr, il y a des colonies là, qui sont importantes là, sur les bords de cours d'eau, par exemple, là, où est-ce qu'on parle de dizaines de kilomètres. Là, ça, c'est une autre histoire, là, mais généralement, sur la grande majorité des colonies, là, on voit l'éradication complète là, est assez possible. Puis Marie-Christine venait spécifier aussi qu'on parlait en rive. Puis dans notre cas, pour ce qui est à travers le projet, nous, on s'est vraiment éloigné des rives. Là. Au-delà de la réglementation, on n'en a pas fait. Euh, on n'en a pas fait là, sur le bord. On a vraiment visé les milieux. Là, on a exclu les milieux humides, les milieux qui étaient près des milieux humides. Puis on n'a pas aspergé là, en rive aucunement dans le cadre du projet. On nous demande aussi si on a testé des méthodes expérimentales pour lutter contre la berce du Caucase. Je pense que notre innovation, c'est l'arrachage mécanique. L'arrachage mécanique, justement, grâce au partenariat qu'on avait là, avec différents acteurs, que ce soit les milieux municipaux ou les citoyens, les propriétaires. On a essayé différentes techniques, soit que, en fait, creuse, on creuse un trou, on prend la colonie, on la met dans le trou, ensuite on remblaye par-dessus. Ça a fait vraiment là, des très, très, très bons résultats. Et sinon aussi un peu là, comme les photos qu'on voyait tout à l'heure, où est-ce qu'on vient, comme dans l'exemple du fossé, qu'on vient curer, puis on vient sortir ça, puis envoyer ça au centre d'enfouissement. C'est vraiment pas la méthode qui est privilégiée, mais ça a fait vraiment, ça a fait ses preuves. On a, à part de ça, dans l'innovation, on a fait de la coupe d'ombelle, mais sinon, je pense qu'on a fait le tour des techniques là, qui étaient réalistes, applicables là, de notre côté. Il y aurait peut-être un volet, je sais, qui est ressorti récemment pour la gestion de certaines plantes là, qui étaient en lien avec l'électricité. C'était un agriculteur là, même qui offrait ce service-là, qui un petit peu partout. Je sais que ça semblait avoir de bons résultats, mais moi, j'ai vu ça passer là, dans l'année dernière, puis c'est quelque chose qui a été testé pour la berce du Caucase, puis je ne suis pas sûr que ce serait applicable, surtout qu'on essaie tout le temps d'éviter de se promener de la machinerie, surtout si elle se promène d'une terre agricole à une autre avec le risque de dissémination. Donc, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'aimerais juste ajouter que la grosse différence avec la berce, c'est que quand on vise le zéro graine, on peut viser l'éradication totale. Si on est au courant de tous les plans présents, c'est la grosse différence avec le mériophile ou avec la renouée, où là, année après année, ça fait qu'augmenter. Donc, elle est minimalement contrôlable et on peut quand même penser l'éradiquer. Il reste que chez nous, elle n'a pas vraiment sa place. Donc, on vise à l'éradiquer parce qu'elle apporte un gros problème de sécurité publique. Et en fait, c'est plus pour répondre aussi à la question de monsieur là. Si elle vient envahir toutes nos rives, nous, on a toute une économie sur la pêche et la chasse là, qui va prendre une claque pour une plante exotique envahissante. Donc, c'est pas juste le côté naturel. On l'aime bien, cette plante. Hein, on l'admire pour pas mal de ses compétences. Mais au Québec, dans un pot ou dans une culture contrôlée, mais pas en milieu naturel, pas sur nos rives, parce qu'elle elle va prendre toute la place. Je pense qu'on a fait le tour des... Ah, il y a une main levée. Une main levée. Vous pouvez y aller, Marie-Christine. Il faut juste démuter en bas à gauche. Voilà, je l'ai.
Bon, c'est juste pour dire par rapport aux rives, c'est qu'en milieu agricole, il y a des lois ici là, qui interdisent de mettre des pesticides en rive, herbicides en rive, sauf en milieu cultivé. Et puis, il y avait eu un projet pilote avec Claude Lavoie là, pour l'éradication de berces en rive. Puis c'est à ce moment-là, là, à l'intérieur du 0,3 mètres de rive là, qu'on n'a pas le droit, là, autant en milieu agricole qu'en milieu naturel. Et puis, ben, c'est à ce moment-là là, qu'il y a eu là, avec les herbicides là, sur le dos, avec un réservoir sur le dos, ils ont marché vraiment la rive pour aller asperger chacun des plants. Puis, ils ont ajouté le colorant là, pour identifier vraiment ceux qui avaient fait. Là. Fait que ça a été un projet pilote parce que c'était en dehors de la réglementation qui n'était pas permise. Là. Puis, il n'y a pas vraiment le ministère ne veut pas vraiment continuer cette perspective-là parce que on le sait tous en environnement, on ne veut pas utiliser les herbicides, pesticides dans les milieux naturels, hydriques, milieux humides. Donc, ça avait été vraiment un test pour voir si c'était efficace, puis peut-être ça pourrait être utilisé là, dans des cas extrêmes, là, mais pour l'instant, là, ça a été, on sait que c'est efficace, mais ce n'est pas une avenue là, qu'on veut aller là, à moins de cas exceptionnels. Merci.